Bonjour, aujourd'hui nous allons parler intelligence artificielle, mais comme on est sur Ultra Green, on va parler IA open source. Jingle. Alors pour commencer, on va d'abord essayer de donner une première définition de ce qu'est l'IA open source et à partir de quand on peut considérer qu'on parle d'IA open source. Donc qu'est-ce que c'est de l'IA open source? La définition, on va en donner une première assez simple. C'est un modèle d'IA dont le code source est librement accessible, modifiable, distribuable. Ça, c'est les mêmes principes que l'open source, mais pour lequel aussi les données sont librement accessibles et auditables. Alors, les caractéristiques clés qu'on trouve dans les IA open source, c'est la caractéristique de transparence et d'auditabilité, la capacité de pouvoir analyser les données avec lesquelles on a développé cette IA et on a appris cette IA. La possibilité de collaboration communautaire, et on va voir qu'effectivement, la notion même d'IA open source va être beaucoup plus floue que la notion d'open source telle qu'on pouvait le voir sur du logiciel, sur de la création. Euh, parce qu'effectivement, il va y avoir déjà cette différence entre le code est open source, les données ne le sont peut-être pas, les paramètres ou le poids ne le sont peut-être pas. En tout cas, dans les caractéristiques, il y a aussi la démocratisation de l'accès. Ça, de toute façon, ça reste un des fondamentaux de l'open source et cette notion de démocratisation, elle restera vraie. Et puis, la capacité d'innovation distribuée. Ça, c'est probablement un des éléments clés les plus importants. Donc, si on doit résumer les différences avec l'IA propriétaire, la différence de contrôle, la différence d'accessibilité, l'augmentation du périmètre d'accessibilité et la capacité de personnalisation. Et on va voir qu'effectivement, dans les problématiques qu'on a avec l'IA open source, la personnalisation va être au fond du sujet. Alors, on va reprendre que quelques dates, une chronologie assez simple de l'open source, les étapes significatives, pour introduire un petit peu parmi les premiers protagonistes et puis les variations qu'il y a pu y avoir avec ces protagonistes. Disons qu'en 2015, on voit Google qui commence à être très impliqué sur le sujet de l'IA avec l'arrivée de TensorFlow et puis, et c'est ce qui va nous intéresser sur le début de la vidéo, la création de OpenAI. Ensuite, réponse de Facebook avec PyTorch et le développement des librairies pour l'intelligence artificielle au sein de l'AI Research du laboratoire AI Research de Facebook. 2019, on voit apparaître les premiers LLM dignes de ce nom, significatifs en open source. Pas les premiers LLM, évidemment, mais les premiers LLM open source. Ensuite, en 2022, là, on voit effectivement une véritable explosion des LLM open source. On essaiera d'en parcourir une liste assez exhaustive, pas forcément complètement, mais assez exhaustive. Et puis on voit arriver les initiatives de Bloom, de Llama par Facebook, enfin par Meta, et puis beaucoup d'autres LLM que nous allons découvrir après. Enfin, 2023, ça marque la démocratisation et l'arrivée des modèles exécutables localement, et aussi en open source. Alors, commençons par retracer un petit peu ce qui s'est passé avec OpenAI. On va passer un petit moment autour de l'histoire d'OpenAI, et puis on va s'apercevoir que, construit comme une organisation à but non lucratif, OpenAI va devenir progressivement une entreprise commerciale. Et donc, effectivement, la promesse d'ouverture, on va voir qu'effectivement, elle va disparaître. Donc, effectivement, OpenAI est créé en décembre 2015 par un board de fondateurs, dont Sam Altman, l'actuel président, Elon Musk, qui va partir, Greg Brockman, Ilya Sutskever, John Schulman, et Wojciech Zaremba. Et elle m'excusera pour la façon dont je prononce son nom. Euh, L'investissement initial, il est pas du tout ridicule. On parle d'1 milliard de dollars et on va voir après, par la suite, que les investissements suivants vont être encore plus impressionnants. La mission originelle, c'était effectivement une mission ouverte. C'était une mission d'intérêt collectif. Faire progresser l'IA numérique de manière à faire bénéficier à l'humanité dans son ensemble sans contrainte de génération et de profit. Bon, ça c'est la promesse initiale.
L'engagement initial, c'était la publication ouverte, et quand on dit ouverte, on parle bien d'open source, normalement, publication ouverte à la recherche. Et c'est là, par contre, qu'on va voir qu'il y a une petite finesse. Ouverte à la recherche, finalement, ça ne veut pas dire open source. Et on va voir que dans l'intelligence artificielle, à cause des enjeux et à cause des risques que peut faire courir à l'humanité une intelligence artificielle, il va y avoir beaucoup de variations sur la définition même de ce que doit être l'ouverture d'une IA et le cadre de l'open source. Et puis le but, effectivement, d'OpenAI était de collaborer avec les autres institutions. Ensuite, effectivement, on est dans cette première étape, OpenAI en tant qu'organisation à but non lucratif, de 2015 à 2019. Donc, principe directeur, c'est la recherche ouverte et la transparence. Priorité à la sécurité de l'IA. L'objectif était effectivement de se dire, on mesurait déjà effectivement les risques que peuvent faire courir une IA. Ces risques sont toujours présents et on doit encore être vigilant. On doit encore plus être vigilant, je dirais. L'objectif, c'était aussi d'avoir la plus large possible distribution des bénéfices. Et puis, on va regarder un peu les publications majeures. L'OpenAI Gym, environnement pour l'apprentissage par renforcement. Des bots pour Dota qui se battaient contre des joueurs professionnels. Et puis, enfin, l'arrivée de GPT-1 avec 117 millions de paramètres. GPT-2 avec 1,5 billion de paramètres. Et puis, les premières controverses sur la façon dont ces publications ont été limitées et l'audience de ces publications qui était peut-être déjà dès le début contrôlée. En 2018, c'est le départ d'Elon Musk. Alors effectivement, il a cité des conflits d'intérêts potentiels avec Tesla, mais je pense qu'il y avait on est certain qu'il y avait quelque chose de plus profond dans son départ. Et c'est là qu'arrive la transition et la création vers une structure de type entreprise. Donc la date du changement, c'est en mars 2019. Et là, on se retrouve avec une structure hybride avec OpenAI Incorporated, organisation à but non lucratif toujours, comme actionnaire majoritaire, et OpenAI LP, société à responsabilité limitée, pour les opérations commerciales. Ce qui va justifier la construction de cette structure d'entreprise, c'est la nécessité de pouvoir financer la mise en œuvre des infrastructures pour pouvoir faire le learning. Enfin, c'est ce par quoi ça a été justifié. Mais quelque part, quand on voit l'évolution de OpenAI derrière, on peut se dire qu'effectivement, il y avait probablement d'autres objectifs. Et de la part de Sam Altman, il y avait d'autres objectifs. La justification officielle, donc j'aurais dit, besoin de capitaux massifs pour la recherche, nécessité d'attirer et de retenir les talents, et puis la capacité à construire des produits commerciaux. Ils ont considéré qu'effectivement il était nécessaire d'avoir des produits qui permettent de fiabiliser et de pérenniser la mise en œuvre de ce que fabriquait OpenAI. Il y avait des limitations quand même, effectivement, un plafond de retour sur investissement, c'est-à-dire toute société qui investissait était plafonnée. Si ça faisait un énorme carton, quoi qu'il arrive, il ne pourrait pas recevoir des profits illimités. Gouvernance maintenue par l'entité à but non lucratif. Engagement à la mission de bienfaisance. On reste sur la ligne directrice qui était celle d'OpenAI au début. Et puis, si on regarde les détails de la structure hybride, donc OpenAI Incorporated, conseil d'administration contrôlant la mission, pouvoir de décision sur les questions de sécurité, quoi qu'il arrive, dès qu'on venait aux enjeux de sécurité et les enjeux globaux de sécurité de l'IA, et de l'IA générale par la suite, c'est OpenAI Incorporated qui était aux commandes. Capacité de révoquer les licences de propriété intellectuelle. Bon, qu'est-ce qui reste de ça maintenant? On peut en discuter. OpenAI LP, pour le coup, pour la partie for profit, gestion des opérations quotidiennes, développement des produits commerciaux, et puis capture et collecte des capacités d'investissement et réception des investisseurs. Donc on continue, et on regarde, et là on rentre dans l'ère Microsoft. En juillet 2019, Microsoft, c'est un premier investissement dans OpenAI avec $1 milliard,
Et les termes de l'accord, c'est un partenariat exclusif pour consommer de l'infrastructure cloud Azure, c'est-à-dire faire tourner l'ensemble de tous les besoins de compute pour faire du learning, pour faire du fine-tuning, pour faire de l'adaptation, pour la préparation des moteurs, pour le test sur de l'infrastructure cloud Azure. Les licences de technologie pour les produits commerciaux, et puis posséder un siège au conseil d'administration sans droit de vote. Effectivement, ils étaient présents au conseil d'administration, mais ils n'avaient pas le droit de voter. Les développements clés. Donc là, on commence à voir l'arrivée très franche et très concrète de ChatGPT, de GPT-3 à Microsoft. Juin 2020, c'est le lancement de l'API GPT-3 commercial. Et septembre 2020, Microsoft obtient une licence exclusive pour l'usage de GPT-3. Donc là, on voit qu'il commence à déjà y avoir une dérive commerciale. Évolution de la transparence, encore plus de diminution des publications détaillées. Transition vers des papiers de systèmes moins techniques, c'est-à-dire tous les documents techniques qui étaient censés décrire ce qui était fabriqué et construit par OpenAI deviennent de plus en plus laconiques et beaucoup moins transparents sur la réalité de ce qui est produit. On commence à voir effectivement de la démarche de fermeture pour le coup. Ensuite, on arrive à l'accélération commerciale de 2021 à 2022. Les produits commerciaux que vous connaissez tous, de DALL-E, Codex, DALL-E 2, Whisper, et puis l'arrivée des modèles économiques payants. L'API payante avec tarification par jeton, les licences commerciales, les produits grand public avec du freemium. Donc là, on a tous les signaux du fait qu'on a une dérive de fermeture classique des structures open core radical, voire des entreprises qui produisent du logiciel propriétaire. Le changement organisationnel. Donc là, il y a beaucoup de chercheurs clés qui sont partis parce qu'ils n'adhéraient plus du tout avec les principes mêmes de ce que proposait OpenAI. Recrutement orienté vers le développement produit et non plus la R&D, la recherche et la construction d'un bien collectif, d'un commun, d'une valeur commune et d'une valeur globale. Et puis une réorganisation en interne privilégiant les applications beaucoup plus commerciales. Alors, avant que je continue, il y a des éléments qui se comprennent, c'est-à-dire effectivement les enjeux économiques pour faire tourner de l'IA. Si vous avez vu ma dernière vidéo concernant les craintes que j'avais sur l'IA Search, effectivement la nécessité de compute, les besoins de compute pour fabriquer de l'IA, pour la mettre à disposition et après pour qu'elle soit utilisée au quotidien par les utilisateurs, oui, évidemment, on a besoin d'infrastructures. Cette infrastructure, elle a un coût. Et donc, c'est là où on voit que IA et open source, il va y avoir effectivement des enjeux, des défis complexes à relever. On en verra d'autres. Après 2022-2023, on est sur l'explosion de ChatGPT. Donc, le 30 novembre 2022, lancement de ChatGPT. 1 million d'utilisateurs en 5 jours, 100 millions d'utilisateurs en 2 mois. C'est l'adoption d'une technologie logicielle la plus rapide de l'histoire. Janvier 2023, c'est le lancement de ChatGPT+. Donc là, on commence à avoir de la monétisation, des démarches de monétisation. Et ça, c'est aussi quelque chose qui était perceptible, parce que clairement, pour pouvoir faire tourner l'infrastructure nécessaire, la monétisation rentable d'un système comme une IA, évidemment, c'est un défi qui est extrêmement complexe. Février 2023, Microsoft annonce l'intégration de la technologie OpenAI dans Bing. Et puis mars 2023, ChatGPT, enfin GPT-4 est dévoilé, disponible uniquement via API payante et ChatGPT+. Donc effectivement, on s'aperçoit que là maintenant, même l'accès au modèle, qui était finalement jusqu'à présent librement accessible. Bon, GPT-4 après va devenir accessible librement, avec des conditions, devient de plus en plus fermé et son usage devient de plus en plus un usage commercial et strictement commercial. Avril 2023, Sam Altman reconnaît que l'entreprise n'est plus vraiment open dans une interview. Donc là, effectivement, il y a un aveu directement de la variation d'une organisation à but non lucratif vers une entreprise commerciale. Restructuration et investissement massif à partir de 2023. En janvier 2023, Microsoft annonce un nouvel investissement, mais cette fois-ci, on est sur du 10 fois plus, on est à 10 milliards de dollars. Et les termes rapportés, la valorisation d'OpenAI à environ, à l'époque, en 2023, environ à 29 milliards de dollars. Mais c'est qu'un début. Microsoft recevrait que 75% des profits jusqu'au remboursement de l'investissement, puis 49% des profits d'OpenAI.
Bon, là, on est sur un principe commercial cette fois-ci. Les plafonds, ils ont sauté, quoi. Juillet 2023, création d'OpenAI Startup Fund, 100 millions de dollars. Et puis, c'est là où effectivement on arrive à une vraie crise de gouvernance. Cette fois-ci, il y a eu une tentative quelque part de contrer un petit peu ce qui était en train de se passer. Sam Altman est licencié, mais Microsoft est derrière, il est réintégré. Et il y a une restructuration forte du conseil d'administration, et Microsoft obtient un siège d'observateur sans droit de vote dans ce conseil d'administration. Donc où on en est maintenant? Et est-ce que OpenAI, c'est toujours de l'OpenAI? Donc la réponse non, c'est clairement plus de l'OpenAI. Hein. La structure actuelle, c'est un conseil d'administration remanié avec, vous le voyez, hein, pas beaucoup des acteurs initiaux. Par contre, effectivement, ce qui est quand même notable, c'est que leurs objectifs sont très clairs. Hein. C'est de rendre viable la structure économiquement viable. Ils y arrivent. La valorisation, elle était en 2024 de 80 à 90 milliards. On est en passe de passer les 500 milliards en 2025. Et le modèle économique, les produits GPT-4, DALI 3 sont consommables via API avec des offres de monétisation avec ChatGPT+, et Team Entreprise, GPT Store, pour pouvoir justement bénéficier de l'accès à l'ensemble des produits fabriqués par OpenAI, et puis des licences pour partenaires, Microsoft évidemment, et puis beaucoup d'autres. Si on doit regarder et si on doit analyser un peu la transformation, on est passé de IA bénéfique pour l'humanité, c'est-à-dire un bien commun, la définition même d'un bien commun, à de l'intelligence artificielle générale, sûre et bénéfique. Le but maintenant, c'est de construire de l'intelligence artificielle, mais de la vendre quelque part. Il n'y a plus cette notion de bien commun, et de se projeter dans la cible que peut être l'intelligence artificielle générale. L'accent, il est mis sur la sécurité plutôt que sur l'ouverture. Effectivement, il y a dans les différentes querelles qu'il peut y avoir entre les pros ou open et les plutôt réticents à l'open, c'est l'aspect sécurité d'usage, de ne pas laisser la possibilité de pouvoir utiliser une IA de façon malveillante. Est-ce que c'est uniquement ça? Probablement pas. Hein. Changement dans les pratiques, diminution des publications. Alors cette fois-ci, il y en a presque plus maintenant. Hein. Transition de code open source vers API propriétaire, modèle de plus en plus fermé, GPT-4 sans publication technique du tout, c'est ce que je vous disais. Et puis les tensions internes documentées entre mission originelle et impératifs commerciaux. Là, maintenant, on va plus vers l'impératif commercial. Entre sécurité et compétitivité, on va vers compétitivité, mais effectivement avec quand même cet axe de sécurité. Et puis, on passe de la transparence au modèle propriétaire. Alors, les justifications et les critiques qu'il y a eu au changement, hein, la justification, c'était la nécessité de ressources massives. Je ne le nie absolument pas. Hein. Le besoin en ressources pour des projets comme cela, il est pharaonique, hein, pour le coup. C'est peut-être aussi un des problèmes de l'IA. Hein. Et le travail sur la frugalité est, à mon avis, essentiel. C'est la protection contre les utilisations malveillantes. En tout cas, ça, c'est le leitmotiv de justification initiale qui a été proposé par OpenAI. Ils ne sont pas les seuls, hein, faut pas se tromper. Déploiement progressif, on va le voir, hein, puisqu'effectivement, vous allez voir qu'il y a énormément de variations sur le licensing des projets. Et quelque part, plus ils deviennent matures, plus ils ont cette tendance à sortir du modèle open source, dès qu'on s'aperçoit que cette maturité vient avec une capacité de rentabilité. Donc déploiement progressif pour évaluer les risques et cette viabilité économique, hein, pour la mission à long terme. Vous voyez, elle est justifiée par la mission à long terme. En gros, oui, ça doit être viable économiquement, donc rapporter de l'argent, mais c'est pour être dans la durée. Hein. Ne vous trompez pas, c'est pas pour faire de l'argent, c'est pour être dans la durée. Évidemment. Les critiques externes, donc effectivement l'abandon de la promesse d'ouverture, hein, concentration des pouvoirs et des bénéfices. Hein, on voit qu'effectivement en plus il y a eu du reversement de bénéfices à de l'actionnariat, manque de transparence sur les modèles, il n'y a plus de publication technique et contradiction avec la mission d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de leçon de cet épisode avec OpenAI? Donc, c'est une démonstration forte d'un impact sur... ça démontre un impact fort sur l'écosystème de l'IA.
ça a provoqué, alors ça c'est intéressant, ça a provoqué l'émergence de nouveaux modèles, hein, Bloom, Llama, Mistral, qui est fabriqué en France, des créations d'alternatives communautaires, Lion, Eleutheria, et puis ça a eu beaucoup d'influence sur l'industrie, un modèle d'affaires limité par imité par d'autres startups, c'est ce que je disais, hein, ils ne sont pas les seuls, et beaucoup d'autres startups se sont rendus compte que bah, effectivement, ça leur permettait de faire des énormes levées de fonds, ça leur permettait de se positionner sur le marché. Euh, on est clairement, et on est toujours, hein, dans une énorme course à l'armement sur l'IA entre les géants technologiques. Et on voit effectivement que quelques acteurs plus petits sont capables de se positionner, mais que peut-être que pour se positionner, effectivement, ils doivent trouver un compromis. Et je pense que c'est bien de ça qu'on parle, de trouver un compromis entre ouverture et rentabilité, et enfin capacité d'investissement. On va plus parler de capacité d'investissement. Donc le débat éthique qui est derrière, c'est les tensions entre commercialisation et bien commun. C'est ce que je disais depuis tout à l'heure. Il y a une question importante, hein, sur la gouvernance appropriée pour l'IA avancée, de savoir comment on doit se comporter. Est-ce que il y a des gens qui disent que seul un modèle fermé permet de sécuriser, et par contre il y a d'autres gens dont je fais partie, hein, qui considèrent que certainement pas, ça c'est une excuse, mais que n'empêche pas qu'il faut régler les problèmes, que le modèle open source tel qu'on l'avait pour du logiciel traditionnel est à revoir avec l'intelligence artificielle, parce que les enjeux sont beaucoup plus globaux et que les risques sont plus forts. Il y a donc une question ouverte, hein, sur l'évolution de la gouvernance et de la construction d'une gouvernance appropriée pour l'IA avancée. En tout cas, est-ce que la mettre dans les mains des gros géants et laisser ces géants se battre entre eux pour porter l'effort de l'intelligence artificielle, et finalement après potentiellement obtenir un pouvoir absolument colossal, sachant qu'ils ont déjà un pouvoir fort pour la majorité de ces entreprises, c'est une très mauvaise idée. Et puis il y a une réflexion sur les structures organisationnelles qu'il faut mettre en place. Et là, on le verra, hein, les États sont probablement pas prêts, hein, sur ce qui est en train de se passer sur l'IA. Les constructions juridiques, les réponses légales et juridiques ne sont pas prêtes. Et ça, tout ça, ça a été révélé avec ce qui s'est passé avec OpenAI. Cette variation, et finalement, quand on voit l'argent dont on parle de dizaines, de centaines de milliards, ça démontre le poids que va avoir l'intelligence artificielle, et si vous en avez un doute, l'impact global sur nos vies. Alors les leçons et les questions pour l'avenir. Parmi les leçons, la trajectoire d'OpenAI, une difficulté de maintenir une mission altruiste face aux pressions économiques et aux besoins économiques, hein. Parce que je mets pression économique, mais on parle bien effectivement d'un investissement et d'une pression économique globale. C'est l'importance de bien fabriquer les structures de gouvernance dès le début et de s'assurer de la solidité de ces structures de gouvernance. Il aurait fallu qu'un OpenAI se lance avec beaucoup plus de garde-fous pour éviter la mutation qu'on a pu voir sur la structure avec le temps. Et ça ouvre un... Donc effectivement, oui, il y a c'est cet aspect, hein, sur la tension entre l'ouverture et la compétitivité. C'est trop facile de le défendre sur ce principe-là, hein, entre ouverture et modèle propriétaire. Est-ce qu'il n'y a pas un compromis? Si, évidemment. Mais du coup, ça ouvre un certain nombre de questions ouvertes. Une IA véritablement ouverte est-elle viable économiquement? Très bonne question. Mais en tout cas, c'est plutôt enthousiasmant de vouloir y répondre, plutôt que de se dire tout de suite non et d'aller directement sur les principes de production sur des modèles fermés. Comment équilibrer sécurité, profit et bien commun, c'est-à-dire entre ouverture, rentabilité de la solution, c'est plus pérennité, hein, pour le coup, hein, de la solution, parce qu'on parle d'un bien commun, ça n'a pas à être rentable, ça a être périn, un bien commun, et puis bah, de s'assurer que il n'a pas la capacité d'être destructif parce que mal contrôlé et mal mis en œuvre, ou possédé dans des initiatives négatives. Et puis, du coup, quel modèle alternatif pourrait émerger? Quel rôle pour pour la réglementation dans cet écosystème? Et donc, quel rôle des États dans le contrôle de ce qui est en train de se passer sur l'IA? Là, on a l'impression qu'il n'y a que les initiatives propriétaires d'entreprises et l'open source d'un point de vue
presque informel, c'est-à-dire dans son habitude de fonctionnement. Oui, il y a des fondations, oui, il y a des communautés, mais là, on parle d'une gouvernance qui devrait être beaucoup plus globale. Alors, je vais enchaîner ensuite sur un espèce de parcours de tout l'écosystème des modèles qui existent, et vous allez voir, et puis essayer de savoir ce qui est open source, ce qui ne l'est pas, pourquoi ça ne l'est pas. Et pour pouvoir justement faire ce travail, il va falloir qu'on explique ce que c'est que le poids d'une IA. Donc le poids d'une IA, c'est en gros tout ce qui est du domaine du paramétrage, c'est du domaine de l'appris dans le modèle de données, dans le LLM. Donc effectivement, il y a le code du modèle, la mécanique de fonctionnement de ce modèle, et après il y a l'ensemble de toutes les données qu'on va donner à manger au réseau de neurones du modèle de données, du modèle d'IA, qui vont effectivement construire sa valeur. Une grosse partie de la valeur, elle va être construite par ce poids. Les caractéristiques du poids, le poids, c'est un énorme volume de données numériques, c'est généralement stocké sous forme de float, stocké sous forme de matrice ou de tenseur. Je ne rentrerai pas dans les détails techniques quand même jusqu'au bout. Le but, c'est que je reste un tout petit peu en surface. On exprime en nombre de paramètres. Donc, par exemple, pour aller vers des exemples, un GPT-3, c'est 175 milliards de paramètres. Un Llama 2 70B, 70 billions, c'est 70 milliards de paramètres. Un Mistral 7 billions, c'est 7 milliards de paramètres. Souvent, vous allez voir maintenant sur le modèle, on donne un indicateur de la taille en paramètres et donc du poids. Ce que vous voyez derrière, c'est donc ce qu'on nomme le poids. La taille de stockage, elle est associée quelque part à ce poids en paramètres. Elle est généralement mesurée en gigaoctets. Et effectivement, on a tendance à utiliser des formats standardisés, FP32 par exemple, qui fait environ 4 octets par paramètre. Donc effectivement, un modèle de 7 billions de paramètres, c'est environ 28 gigas en FP32. Un modèle de 70 billions, donc 70 milliards de paramètres, c'est 290 gigas en FP32. L'importance conceptuelle, le poids, c'est donc bien la valeur de l'IA, puisque c'est sa connaissance et c'est aussi sa capacité acquise pendant toutes les phases d'entraînement de l'intelligence artificielle. Donc la quantification du poids, c'est quelque chose de très important. C'est le processus qui vise à réduire la précision de l'ensemble de tous les paramètres dans la définition globale du poids pour pouvoir réduire l'empreinte en mémoire et gagner en capacité d'inférence, c'est-à-dire en capacité de prédiction de l'intelligence artificielle. Il y a un certain nombre de méthodes populaires, GGML, GGFU, qui a été amené par Llama, GPTQ, AWQ, QLoRa et ainsi de suite, toutes les techniques de fine-tuning, de quantification adaptative. Je reste en surface, parce que sinon ça va devenir beaucoup trop compliqué. Une distinction importante, dans le domaine des LLM, il faut distinguer l'architecture, ce qui construit le modèle dans sa technique de fonctionnement. C'est la structuration du réseau de neurones avec le nombre de couches, le nombre de dimensions, c'est-à-dire la structuration du réseau de neurones. Le poids, donc là on vient de le dire, c'est l'ensemble de toutes les valeurs numériques et de toute la masse paramétrique qui a été apprise et intégrée dans le modèle. Et enfin le code, c'est l'implémentation logicielle pour pouvoir construire cette architecture et intégrer la capacité de prendre du poids, pour faire simple. Alors, l'implication pour l'open source, c'est là que ça va commencer à devenir compliqué, parce qu'il n'est pas suffisant d'avoir un code open source pour être une IA open source. Il va falloir que le modèle soit à la fois avec un code open source, sous licence open source, mais aussi avec un poids, donc des paramètres qui sont eux aussi libres et en open source. Donc, on a des projets pour lesquels il y a le code qui est open source mais pas les données, et puis on a l'inverse, on a des projets pour lesquels les données sont librement accessibles mais pas le code source. Et la taille des poids, c'est un facteur limitant pour le partage et l'utilisation des modèles, c'est-à-dire effectivement pour pouvoir démocratiser, rendre libre d'accès à un certain nombre de modèles. Un modèle qui fait 280 gigas pour 70 milliards de paramètres, c'est d'abord compliqué à déplacer, à transporter, mais c'est encore plus compliqué à mettre en œuvre et à faire exécuter sur la machine, même une machine correcte, mais encore moins sur la machine de Monsieur Tout-le-Monde. Et donc, typiquement, quasiment impossible pour le moment sur des devices beaucoup plus limités. Si on doit faire une analogie sur cette histoire de poids,
On peut comparer le poids d'une IA à un cerveau. Ce cerveau qui va se développer, qui va accroître et mémoriser le plus possible d'informations. Ou alors encore à un livre de recettes très détaillé dans lequel on décrit chaque façon de séquencer l'information et de traiter l'information. Et ça s'apparente à ce qu'on identifie chez nous par la mémoire à long terme. Et donc c'est la mémoire à long terme du système. L'impact pratique de cette histoire de poids, il est évident. C'est-à-dire que c'est ce qui va justifier le besoin en ressources matérielles, les besoins en RAM, en VRAM, la vitesse d'inférence, c'est-à-dire la capacité à traiter rapidement et à faire de la prédiction rapide, les capacités, plus effectivement on a un point important, plus on va être capable de progresser vers la multimodalité, sachant que par contre, effectivement, en IA, il y a encore que très peu d'initiatives pour gérer correctement la multimodalité pour le moment. Et puis il y a le coût de déploiement, c'est-à-dire la rendre disponible et la mettre en place sur une infrastructure chez soi ou dans son entreprise, c'est effectivement complètement lié au poids de l'IA qu'on a à manipuler. Donc le poids, ça représente l'essence même d'une IA, et puis c'est le résultat direct des processus d'apprentissage, de fine-tuning et d'adaptation d'une IA pour un usage particulier. Donc voilà, il fallait qu'on fasse ce petit travail pour bien se mettre d'accord qu'on ne peut parler de LLM open source que dès l'instant où on a du code source open source et les poids, l'ensemble de la masse paramétrique en open source aussi, ou au moins ouverte. Donc, on va faire un parcours et on va regarder effectivement les grandes familles. Il y a une famille... alors, tous ces modèles sont des modèles ouverts dans la définition. Maintenant, ils ne sont pas tous des modèles open source parce que pour pouvoir être un modèle open source, il faut l'être au regard de l'OSI. Et on va voir qu'effectivement, les licences ne sont pas toutes des licences pleinement open source. Et encore, en plus, effectivement, nous n'avons pas systématiquement ce couple données-code, paramètres-code ou poids-code qui est bien en open source. Donc on va parcourir. La famille Llama, là typiquement on n'a que des licences spécifiques et effectivement elles deviennent des licences ouvertes avec le temps, mais elles sont nées comme des licences propriétaires avec de la limitation pour les usages à la recherche, et puis elles sont devenues à terme la licence méta-permissive, mais ça c'est pas une licence OSI. Et on peut considérer que c'est des modèles, les modèles Llama, avec des modèles à poids ouvert plutôt que open source. Le code source est très difficilement accessible. Par contre, on peut les faire tourner chez soi parce que il va y avoir un modèle, les poids sont ouverts et on peut les exécuter pour soi-même. Maintenant, il y a la famille Mistral. Alors là, il y a un autre phénomène qu'on aperçoit, c'est qu'effectivement les modèles de petite taille, le code source et les modèles de petite taille avec un travail et un coût d'apprentissage faible vont être intégralement ouverts, c'est-à-dire code source plus données et paramètres qui sont ouverts. Et puis par contre, dès qu'on a des gros volumes sur ce qui fait finalement la valeur, là ça ne l'est pas. Est-ce que c'est choquant? Moi je ne trouve pas. Je trouve que c'est plutôt une approche qui est plutôt correcte de se dire le travail le plus profond possible, ce qui fait la valeur de l'entreprise, n'est pas complètement ouvert, mais il est construit sur un code source open source. Et puis potentiellement, on voit qu'avec Mixtral, avec les versions 47 milliards de tokens à 47 milliards de paramètres, là on est quand même avec des choses qui potentiellement peuvent avoir une valeur d'utilisation déjà très efficace. Ensuite, on a la famille Falcon. Donc ça nous vient des Émirats Arabes Unis, à Abu Dhabi. Effectivement, et puis ça a commencé complètement open source, et puis finalement, eux aussi, ils ont cette petite dérive dès qu'ils commencent à avoir des gros volumes. On est sur le même phénomène quelque part que Mistral. Moi, ça me choque pas, encore une fois. Faut considérer le travail de venir faire un learn de 180 milliards de tokens. Il y a le modèle Bloom. Alors ça, c'est Big Science, Hugging Face, plus le CNRS. Donc là, on est dès le début sur des licences qui sont des licences ouvertes, mais qui ne sont pas des licences open source telles que reconnues par l'OSI. La famille MPT, avec de Mosaic ML et Databricks, avec les partenariats scientifiques et de recherche de Berkeley. Donc là, les modèles MPT, ils sont tous open source, jusqu'aux 30 milliards de tokens en licence Apache 2. Donc là, c'est du full open source. On a la famille Pythia
Teraya aussi, hein, et puis là on est aussi sur la totalité en open source, c'est des modèles beaucoup plus petits, et typiquement c'est des modèles qui sont ciblés sur des usages spécifiques. Alors ne paniquez pas, hein, si vous n'avez pas le temps de regarder ces tableaux, c'est pas grave, c'est pas l'objectif de la vidéo, et vous pouvez accéder à toutes ces données sur mon site internet ultragreen.net, sur le post que j'ai fait sur le même sujet que cette vidéo. J'essaye sur le site d'ultragreen.net de faire systématiquement pour chacune des vidéos que je fais une remise à plat des supports où là c'est l'inverse, c'est le support initial qui m'a permis de travailler pour mettre en place cette vidéo qui est présent sur le site ultragreen.net. On continue avec la famille Olmo, et vous voyez là, hein, maintenant on est sur des modèles, alors vous le voyez, hein, c'est des modèles plus petits, hein, mais disons c'est pas plus mal parce que il faut les utiliser pour ce pourquoi ils sont pertinents, hein, du chatbot, de la recherche, on va voir aussi de la génération de code aussi, c'est des modèles qui sont spécialisés, ciblés hein, pour le coup, mais plus petits et donc plus utilisables. Et puis, je voulais quand même souligner aussi que la Chine est présente et qu'elle elle a aussi des modèles ouverts, hein, la famille Yi. Et puis effectivement, hein, ils ont cette caractéristique d'être des modèles dans lesquels il y a une masse d'apprentissage en chinois qui est extrêmement importante. Alors il y a aussi un certain nombre de modèles spécialisés hein, pour la génération de code. On voit que c'est des modèles qui sont souvent inférieurs à 20 milliards de tokens, hein, ou effectivement hein, qui peuvent des fois le dépasser. Code Llama est un peu plus gros. Il y a des modèles, il y a un modèle qui est particulier, qui est un modèle sous licence MIT. Il n'y en a pas beaucoup hein, des licences sous modèle MIT, Phi2, qui est plutôt fait pour des motivations de découverte et d'apprentissage de l'IA plus que d'utilisation. Et puis après, il y a deux autres modèles qui sont très spécifiques hein, pour faire des assistants et du chatbot. Donc, je vous ai mis ce tableau. Ce qu'il faut voir, c'est qu'effectivement, il va y avoir du modèle full open source, et reconnu avec des licences reconnues par l'OSI, et puis des modèles où là on peut avoir soit parce que la licence n'est pas reconnue par l'OSI, soit parce que les données ne sont pas ouvertes, c'est-à-dire il manque un des deux éléments du doublon nécessaire pour que ce soit un modèle ouvert complet. Donc en synthèse, les licences qu'on retrouve dans les modèles open source, à page 2, énormément, un peu d'MIT, je vous ai pas mis, il y en a certains qui sont en CC by SA 4.0, typiquement StableLM. On retrouve énormément de variations dans les licences non conformes aux critères de l'OSI. Hein. Il y a les licences permissives avec restriction, les licences responsables qui ont pour objectif de sécuriser l'usage, et puis avec des clauses éthiques, hein, c'est-à-dire ne pas avoir le droit d'utiliser pour faire des choses qui ne sont pas considérées comme correctes d'un point de vue éthique. C'est des éléments intéressants. Et c'est encore une fois là où on voit que oui, effectivement, l'open source en elle-même, tel qu'il est défini par l'OSI, ne fournit pas une réponse qui est suffisante sur le cadre d'usage de l'open source pour que ce soit réellement... on enlève tout risque d'utilisation extrêmement destructive. Donc effectivement, par contre, il y a aussi cette problématique de licence hybride commerciale, non commerciale. Là, la raison, hein, dans la majorité des cas, elle va être sur la capacité de construire l'infrastructure pour pouvoir faire l'apprentissage et rendre disponible le service. Donc pourquoi certaines licences ne sont pas approuvées par l'OSI ? Parce qu'elles ne respectent pas les différentes prescriptions de l'OSI, restrictions sur le cas d'usage, limitation du nombre d'utilisateurs, les clauses de non-concurrence, l'exigence de partage et d'amélioration, la restriction sur l'usage commercial. Après, c'est pas à l'OSI de se remettre en cause, c'est-à-dire le modèle qui est proposé par l'OSI, il est valable pour le logiciel. Là, ce qu'il faut regarder, c'est le cas précis de l'intelligence artificielle, et peut-être qu'effectivement l'OSI aurait intérêt à se positionner pour définir un cadre spécifique de réponse pour l'intelligence artificielle. Si on doit faire des remarques importantes, le ratio code versus poids, on a un code qui est approuvé par l'OSI, mais le poids en paramètres est sous licence restrictive. La problématique de données d'entraînement, la licence du modèle, elle ne garantit pas que les données d'entraînement soient elles aussi open source. Donc là, il va falloir trouver un cadre, une codification un petit peu plus performante que ce qui existe actuellement. Les évolutions de licence. Donc ça, on a déjà ce problème dans le logiciel open source. Hein. Rappelez-vous, j'ai fait une vidéo sur Redis et sur la licence SSPL. Ce genre de choses n'est pas l'apanage de l'intelligence artificielle.
Et la tendance récente, c'est l'émergence de ces licences responsables. Là, il y a un vrai travail, et je pense que c'est intéressant qu'il se continue, et le fondement derrière ces licences responsables, il est justifié. Donc les modèles particulièrement notables en open source. Bon, là, je vais faire le bon franco-français. Mistral 7B et Mistral 8X7B, là, c'est des modèles haute performance, c'est sous licence Apache 2, c'est sans restriction. Allez-y. Olmo, transparence totale, code, données, processus d'entraînement sous licence Apache 2. Pythia, suite de modèles avec des checkpoints intermédiaires pour la recherche en interopérabilité. Donc là, c'est plus spécifique. Toute la famille MPT, les modèles optimisés pour les contextes longs sous licence véritablement open source. Et puis Starcoder 2, modèle de code entièrement open source. Donc pour les développeurs, c'est pareil, hein, à utiliser. Alors, je fais un petit tour aussi sur les outils, puis les frameworks open source, tout ce qui permet de fabriquer de l'IA, du LLM open source. Donc, il y a Hugging Face Transformers dans la partie framework, LangChain, Llama Index. Il y a ce qui est très important si vous voulez mettre en place votre propre Learn, votre propre LLM pour votre usage. Oliama, ça se déploie très facilement, ça permet de faire tourner un nombre extrêmement important de modèles. LocalIA ou PrivateGPT, moi j'avoue que j'utilise Oliama pour le coup. Et puis les outils d'optimisation. Bon, alors là, c'est pas vraiment moi mon domaine, je le fais pas. Mais voilà, DGML, DGUF, les quantization tools de Bits and Bytes, LLM8, voilà, c'est cette partie-là. Bon, le périmètre de l'optimisation, je ne vais pas m'aventurer dessus parce que je suis beaucoup moins renseigné. Alors, les acteurs majeurs de l'IA open source, encore une fois, soyons un peu franco-français, j'aurais pu le mettre en haut de la liste, Mistral, mais évidemment aussi MetaAI, Llama, Oliama, Eleuther AI, et puis après des organisations, donc là j'ai mis des entreprises, et puis on voit quand même que y a un des GAFA qui quand même fait une restitution open source assez importante. Mais on va retrouver dans les organisations Hugging Face, Big Science, c'est eux qui font Bloom, nos amis d'Abu Dhabi, Technology Innovation Institute pour Falcon, et puis les communautés, Lion, Carper Aya, Open Assistant. Alors, les enjeux de l'open source. Là, on va essayer de s'approcher maintenant un petit peu plus vers la conclusion. Les enjeux de l'open source, il y a l'enjeu de démocratisation de l'accès. Réduire les barrières d'entrée pour que l'IA soit utilisable et faire en sorte que cette IA ne soit pas un vecteur de fracturation sociale et de fracturation globale. Et puis, il y a cette grosse problématique de souveraineté technologique. Utiliser une IA et balancer ses données vers une entreprise ou une organisation qu'on comprend pas bien, qu'on maîtrise pas bien, c'est certainement pas une bonne idée. L'IA open source, c'est un des éléments de réponse. L'innovation distribuée. Moi, je ne pense pas qu'il soit prudent de considérer que les enjeux de sécurité ne peuvent être répondus que par des grosses structures propriétaires. Et donc, la réduction des barrières d'entrée, faciliter le ticket d'accès à l'intelligence artificielle et continuer sur cette problématique de souveraineté technologique. J'ai dû faire une erreur dans mon slide, là. Alors, la transparence et la confiance. L'open source permet l'auditabilité des systèmes. Et puis, elle permet de travailler sur la compréhension des biais, des problématiques d'usage de l'intelligence artificielle et d'adresser les problématiques et les limitations de cette dernière. Et puis, il est, de mon point de vue, indispensable de matérialiser un équilibre de pouvoir. Un vrai contrepoids aux positions monopolistiques sur les sujets technologiques et encore plus sur l'intelligence artificielle. Maintenant, on va passer au défi actuel. Le défi actuel de l'intelligence artificielle open source, le premier, c'est probablement, on tourne autour depuis tout à l'heure, cette problématique de coût sur les infrastructures nécessaires à l'entraînement et puis l'empreinte carbone qui va avec. Bon, c'est pas que l'open source pour l'empreinte carbone, mais alors par contre pour le coût d'entraînement, bah oui, ça veut dire que c'est plus difficile de trouver des partenariats. Et comme c'est plus difficile de trouver des partenariats, c'est plus difficile d'avoir à assumer le coût nécessaire d'infrastructure pour pouvoir faire l'apprentissage de ces modèles.
La qualité des données. Encore une fois, ce n'est pas un problème uniquement de l'intelligence artificielle open source, l'épuisement des données, des puits de données qu'on utilise, les problématiques de copyright, tout ça c'est valable pour l'IA en général, et c'est un vrai problème. La gouvernance, là pour le coup, on est vraiment sur un sujet sur l'open source. Hein, trouver des licences adaptées qui vont permettre de répondre aux problématiques de responsabilité, d'éthique, mais aussi d'ouverture, dans un contexte acceptable et, euh, et en gardant cette démarche d'ouverture. Et puis, de construire des standards de sécurité, de faire en sorte qu'effectivement, même si on fait de l'open source, les librairies, c'est un défi de coder une IA depuis le début. Et de considérer qu'une structure malveillante pourrait faire cet effort, c'est donc que les projets open source doivent venir avec les standards de sécurité et les garde-fous intégrés directement dans le logiciel. Ce qui fait que ça limiterait de toute façon par défaut le fait que la démarche, la volonté malveillante nécessiterait de l'effort, beaucoup d'efforts, et probablement ça limiterait. Après, il y a quelque chose d'intéressant aussi, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on peut faire les trucs les plus abominables du monde qu'on va les faire. Regardez, pendant très longtemps, Internet a tenu avec un système DNS qui était potentiellement facile à mettre au sol, et si on mettait au sol ce système DNS, il n'y avait plus d'Internet. C'est arrivé de façon partielle, mais c'est déjà arrivé, mais finalement ça c'est pas arrivé aussi fréquemment qu'on aurait pu le penser, et finalement où je veux en venir, c'est que potentiellement il y a même dans la malfaisance, il y a des fois de temps en temps des garde-fous, des limites que l'humain se fixe, même dans la malveillance. Alors, je modère largement ce que je viens de dire. La capacité de nuisance chez certains, elle est énorme. Mais du coup, pour contrer cette capacité de nuisance, le fait de se dire que dans l'effort collectif qui est produit par les projets open source, l'intégration des standards de sécurité va permettre de faire en sorte que la volonté d'utilisation néfaste sera plus difficile. Il y a évidemment un énorme défi sur la compétition avec les modèles propriétaires et sur les écarts de performance, mais aussi sur les écarts de fonctionnalité. Je parlais de la multimodalité, typiquement, c'est encore un énorme différentiel entre le propriétaire et l'open source. Et puis les ressources marketing. L'usage d'un modèle, il passe par le fait qu'on entende parler du modèle. Donc il faut qu'on ait effectivement qu'on mette en œuvre des ressources marketing. Donc les risques et préoccupations, parce qu'on ne doit pas les ignorer. Le risque de sécurité, l'utilisation malveillante, la désinformation à grande échelle, c'est-à-dire se servir de l'IA comme un générateur de fake news, comme quelque chose qui est, encore une fois, la problématique n'est pas que celle de l'open source, et on voit, les solutions propriétaires servent énormément à faire de la fake news et à faire du contenu tout à fait contestable sur sa pertinence, sa véracité évidemment, mais sur sa pertinence et quelque part l'impact environnemental pour faire du bullshit, c'est énorme. Parce que cette sécurité, elle va aussi sur le fait, de mon point de vue, elle va aussi sur le fait que on a une responsabilité globale de générer n'importe quoi. La préoccupation économique, là pour le coup, effectivement, l'IA open source va donc aller encore plus loin sur la démocratisation de l'IA et donc la disruption globale du marché du travail, la supplétion de certaines activités au profit de la machine, au profit de l'intelligence artificielle, et puis il faut que l'IA open source se positionne pour éviter la concentration des bénéfices sur des structures propriétaires qui deviendraient des mastodontes. Ne le sont-ils pas déjà? Les sujets éthiques, donc le travail sur les biais dans les modèles, une intelligence artificielle qui serait non contingencée ou désalignée, qui potentiellement arriverait à des conséquences graves dès qu'on va vers la GI, vers l'intelligence artificielle générale. Et puis la problématique éthique, elle va aussi sur le sujet du consentement de l'usage des données. Et là c'est pareil, il va falloir définir. On a fait des licences, on a fait des éléments qui matérialisent la propriété intellectuelle qui étaient faits au regard de l'homme. Mais il va falloir probablement le faire au regard de
de l'intelligence artificielle, d'un usage par l'intelligence artificielle. Et ça passe par de la réglementation. Donc largement s'outiller, beaucoup plus que c'est le cas actuellement au niveau de la responsabilité légale, et puis de construire des conformités, des régulations européennes. Il y en a qui sont en place, l'European IA Act par exemple, c'est pas suffisant. Donc maintenant, si on regarde vers l'avenir, et puis on s'oriente vers la conclusion. Les tendances émergentes, c'est des modèles spécialisés efficaces, parce qu'effectivement, ils sont plus petits, ils sont plus faciles à mettre en œuvre. Malgré tout, il faudra aussi combler le gouffre, le différentiel qu'il y a entre l'open source et le propriétaire sur la multimodalité. Aller vers des modèles qui sont exécutables sur les appareils personnels et de plus en plus sur les appareils plus proches du device. Encore une fois, je vous encourage à regarder la vidéo que j'ai pu faire sur les défis des entreprises de la tech et sur les impacts environnementaux. C'est indispensable. Les évolutions probables, c'est malgré tout, on va vers une convergence de performance entre les modèles propriétaires et les modèles open source. Et la construction d'écosystèmes d'applications spécifiques utilisant cet open source. L'intégration de l'IA open source dans l'open source, dans l'ensemble, dans l'écosystème de produits open source. Et donc la construction de nouveaux modèles économiques, parce que les modèles économiques qu'on avait pour faire de l'open source, produire du code en open source, ne sont pas suffisants et doivent être repensés pour pouvoir intégrer la continuité d'ouverture jusqu'à l'intelligence artificielle. Et les scénarios possibles qu'on va trouver, c'est de la coexistence, évidemment, de la régulation à plusieurs niveaux, à plusieurs étages, entre le propriétaire, entre l'ouvert et le fermé, et puis la réponse se matérialisera par les standardisations des interfaces. Je ferai sûrement une vidéo sur MDC, sur la capacité de pouvoir avoir des protocoles pour faire de l'IA agentique, par exemple. C'est des choses qui, effectivement, vont effectivement se construire dans les scénarios possibles. Alors, pour conclure, l'IA open source, de mon point de vue, c'est une force d'équilibre. Et elle doit s'envisager comme une force d'équilibre. Il y a une nécessité d'une approche collaborative globale, c'est-à-dire entre les individus dans la démarche open source, mais aussi entre l'ensemble des parties prenantes, entre les initiatives fermées et les initiatives ouvertes, pour travailler sur l'interopérabilité, sur la responsabilité et l'éthique, sur la sécurité et sur la fabrication d'un commun collectif hybride, pour le coup. Et puis, il y a effectivement, ça va passer par la mise en place de construction de gouvernance responsable, qui oblige autant à la responsabilité les structures propriétaires que les initiatives open source et les initiatives locales. Et puis, il faut l'avoir comme une opportunité pour les organisations et les individus. On ne peut pas être dans le déni, parce que c'est une révolution comme on en a déjà fait. On a fait une révolution industrielle, elle a supprimé des emplois, mais on en a créé d'autres. On a fait une révolution numérique, elle a supprimé des emplois, mais elle en a créé d'autres. Cette révolution-là, elle aura la même finalité. Elle va supprimer des emplois, mais elle va en créer d'autres. Et tout ça, ça nous emmène à énormément de questions qu'on doit apprendre et qu'il va falloir explorer collectivement et pour lesquelles on va devoir trouver des réponses. On a déjà un champ d'investigation absolument énorme autour de la physique sur nos origines, sur comment l'humanité est apparue, sur quelle est la complexité et l'immensité de notre univers. L'IA, c'est un champ d'investigation et on n'en est qu'au tout début, absolument énorme. Et tout ce qu'il y a à espérer, c'est qu'il se matérialise comme un outil pour l'avenir. Alors je vous remercie et je vous dis au revoir et je vous attends pour une prochaine vidéo sur Ultragrain.